Expérientiel, des récits qui inspirent, des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Caroline, bonjour Étienne, bienvenue. Bonjour François, bonjour Étienne, ravi de vous retrouver. Merci beaucoup de m'accueillir dans ce podcast expérientiel. Avec grand plaisir. Merci Caroline d'avoir proposé d'interviewer Étienne. Il va nous sortir un peu de nos sentiers battus. On va parler de mobilité. Est-ce que tu as une anecdote, Étienne? Une anecdote sur la mobilité. Bon, peut-être l'anecdote que j'ai de mon territoire en Ardèche, c'est qu'il y a un train qui est devenu un train touristique qui s'appelle le Mastrou, qui relie Tournon-sur-Rhône à la Mastre et qui auparavant était un train de marchandises et de voyageurs et qui est devenu uniquement un train touristique. Donc il y a bien des transformations au sein des transports et de la mobilité où les gens on voit un mode de transport qui n'est plus utilisé et qui quand même se reconvertit en un train touristique et un train de récréation, de loisirs. Et je trouve ça intéressant à souligner parce que effectivement l'Ardèche n'a pas de train de voyageurs, de gare de voyageurs. Oui, alors tu nous as dit que c'était un de ces départements en France qui n'avait pas du tout de gare de voyageurs. C'est cela, il n'y a pas de gare de voyageurs depuis les années 70 et donc tous les trains et qui de voyageurs s'arrêtent du côté de la Drôme, autour de Tain-l'Hermitage, autour de Valence, Montélimar, etc. Mais hormis quand il y a des travaux sur la voie de la Drôme, on a des arrêts à Saint-Péray, par exemple, donc en Ardèche, mais entre-temps, il n'y a que du train de marchandises qui passe par l'Ardèche et aucun train de voyageurs, ce qui explique et ce qui montre un peu que c'est le seul département de France qui n'a pas de gare de voyageurs. Et donc l'enclave que représente ce département est assez intéressante d'un point de vue touristique en particulier. Étienne, sans tarder, ce que je t'invite, c'est à te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu? Alors, je suis donc Étienne Faugier, je suis maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Lyon 2 et je suis spécialiste d'approche d'histoire des transports et de la mobilité. On aura l'occasion de revenir sur ces deux termes et leurs distinctions. Et puis donc, en lien avec les transports et la mobilité, vient le tourisme et l'alimentation, le patrimoine. Donc j'enseigne un peu ces différentes disciplines au sein du département de tourisme à l'université Lyon 2. Pourquoi as-tu choisi cette thématique? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Ce qui m'intéresse, alors c'est effectivement pas l'aspect, technique, des transports, c'est vraiment comment, les transports ont changé, la vie des gens. Donc c'est plutôt l'approche, sociologique, l'approche géographique du territoire. Donc comment les transports transforment, les sociétés, les territoires, d'un point de vue social, culturel, économique, politique, mais pas du tout, de technique. Je ne connais pas ou je ne m'intéresse pas vraiment à, quel moteur, combien de chevaux, combien de soupapes, et cetera, mais beaucoup plus sur comment ça a transformé dans une perspective historique, donc 19e, 20e siècle, comment ça a transformé la vie des gens, y compris les enfants, les adultes, les personnes d'un certain âge, et cetera. Donc c'est vraiment sociologique, mais avec évidemment une perspective évolutionniste d'histoire. Très bien. Écoute, je vais passer la parole à ma partenaire sous l'œil des chercheurs, Caroline. Je te laisse la parole. Oui, donc rebonjour à tous et toujours un plaisir déjà de travailler avec toi François et puis d'inviter des chercheurs qui peuvent nous permettre d'ouvrir nos œillères, de s'éveiller intellectuellement, de croiser des regards. Donc vraiment merci Étienne de ta présence et d'avoir accepté cette invitation. Bah justement, on va profiter d'avoir un chercheur en histoire. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire, peut-être que certains auditeurs ne la connaissent pas, mais celle du Grand Tour, pour déjà commencer à s'inspirer d'où vient notre secteur, comment est né notre secteur? Oui, alors effectivement, c'est un historien, effectivement, il aime remettre en contexte et c'est son principal but et objectif dans la vie, de contextualiser. Et donc, pour contextualiser, le Grand Tour, c'est
un phénomène qui naît en Grande-Bretagne au XVIIe, XVIIIe siècle, et même un peu XVIe, on va dire, et qui voit une élite aristocratique sortir de l'île de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, pour aller se former auprès de la civilisation européenne, c'est-à-dire des philosophes français et allemands, de l'Antiquité avec les ruines romaines et autres, et à partir de là, se faire une éducation aristocratique avec un majordome qui les accompagne, hein, des jeunes riches. Ensuite, de retourner sur leur île, dans leur civilisation, auréolés, on va dire, de ces connaissances du vieux continent en particulier. Donc c'est un voyage initiatique, un voyage de découverte, mais de découverte savante et de découverte pour une minorité. On aura l'occasion d'y revenir parce qu'il y a peut-être des échos avec le monde d'aujourd'hui ou le monde de demain, donc je ne vais pas trop en dévoiler, mais ce grand tour qui a donné le nom au terme de tourisme doit être bien dans les mentalités des acteurs du tourisme, je pense, parce que il a aujourd'hui des échos assez importants dans l'avenir du tourisme, je pense. En regardant dans le rétroviseur, et tes travaux s'intéressent aussi aux imaginaires autour, on va parler de voyage au sens digne du terme. Quels étaient, justement à la naissance, du tourisme, donc avec ce fameux grand tour, on parlait d'ailleurs plus de villégiature. Quels étaient les imaginaires à l'époque? Donc tu as parlé justement de communautés savantes et comment, cette élite qui allait, donc partir en voyage pour s'instruire, commence à un petit peu aussi évoluer au niveau de l'histoire pour tendre vers une démocratisation. Est-ce que tu peux nous faire un peu une fresque historique, hein, de l'évolution un petit peu du tourisme à travers les décennies et les siècles? On n'a pas 3 heures ou 2 heures, mais je vais essayer d'être d'être synthétique. Donc je vais oublier beaucoup de choses, mais ce qui est important de retenir effectivement, donc c'était initialement pour une élite, donc c'est une élite qui se déplace. Elle va avoir des représentants, je pense notamment à des lettrés, à des intellectuels du type Stendhal, Rousseau, qui vont écrire des récits de voyage. Il va y avoir ensuite des guides touristiques, Baedeker, en particulier en Allemagne, mais le guide Johann en France, le guide bleu, qui vont progressivement expliquer les imaginaires, ou du moins décrire les imaginaires et décrire le territoire concret, c'est-à-dire comment on va d'un lieu à un autre, quand on va de Paris à Rome, par quel chemin on passe, où est l'auberge de jeunesse, enfin l'auberge tout court, pardon, où est le restaurant, quels sont les dangers qu'il y a sur le chemin, combien de temps on met à se déplacer, tout ça on l'a un peu oublié parce qu'on va tellement vite aujourd'hui pour se déplacer que le temps de notre voyage est un temps qu'on considère comme complètement nul en fait, où il ne se passe rien dans les films, dans les séries télé. On passe de Londres pour 007 et James Bond à le Qatar en un dixième de seconde. Et le temps du voyage est annulé. Alors qu'auparavant, le temps du voyage était un temps compliqué, avec des retards, avec du danger, avec des incertitudes. Il fallait prendre plusieurs malposte, donc carrosse à cheval. Et donc ça pouvait, il y avait voilà, Stendhal en parle quand il fait ses promenades dans Rome. Il explique qu'il découvre des gens et des civilisations dans la malposte, et on communiquait avec ces gens, ou certains dans le train se préparent initialement à dire je ne fais nuit blanche pour pouvoir dormir dans le train et arriver frais à destination. Donc on a déjà des petites stratégies parmi l'élite qui vont ensuite être diffusées donc par les guides de voyage, par les récits de voyage, par la photographie évidemment au 19e siècle, qui va donner justement des imaginaires des grands parcs nationaux aux États-Unis, des associations de type club automobile, de type Touring Club de France, qui vont promouvoir le tourisme à pied, à vélo, en voiture. Et tous ces imaginaires-là vont insuffler les cartes postales. Hein. Il y a eu, je pense, il y a eu une exposition à Paris sur les cartes postales au musée d'histoire de la Poste, qui évoquait toutes ces imaginaires de la carte postale. Elle nous donne envie d'aller voir cette image, d'aller voir ce pays-là. Et comme je le dis à mes étudiants, aujourd'hui, ces imaginaires-là, imaginaire vient d'image. Donc, on le pense par cela. Donc, et aujourd'hui, on est bien avec Instagram, X, TikTok et autres. C'est le poids de ces images, de ces photos qui nous donnent envie d'aller voir
tel ou tel territoire. Et quand on n'a pas d'image, on n'a pas de schéma mental et on n'a pas nécessairement envie d'aller au Kyrgyzstan et je ne sais où parce que les imaginaires ne nous parlent pas. Est-ce que c'est une question aussi chez l'humain de curiosité d'aller voir ailleurs ce qui se passe? Tout à fait, c'est une curiosité effectivement et donc plus il y a de guides touristiques qui se sont démocratisés avec le guide Michelin qui apparaît en 1900, qui est d'abord gratuit, puis qui va devenir un guide, plutôt touristique, hein. Initialement, il est d'abord fait pour des chauffeurs, donc des conducteurs d'automobiles, mais après il se démocratise, il devient payant pour des touristes et les congés payés et le guide du routard dans les années 60-70, donc une démocratisation, Lonely Planet, et après évidemment la démocratisation des transports fait que on va avoir envie d'aller voir confirmer ce que l'on nous montre en images, en film, en série télé, et on se fait un selfie de l'Irlande parce qu'on a vu Game of Thrones et pour prouver qu'on y a été, etc., etc. Donc c'est vraiment effectivement un mimétisme de l'imaginaire que certes on voit à l'écran, mais on pourrait aller un peu plus loin et je ne veux pas trop en dire, mais le voyage virtuel, ne à mon sens, ne pourra faire qu'inciter à voyager. Il n'incitera pas à rester sur place avec des lunettes Google pour regarder les pyramides d'Égypte. Il nous incitera à y aller parce qu'on aura besoin, on aura envie, on ne sera pas satisfait totalement d'avoir vu une image, même si notre cerveau perçoit qu'on est au plus proche de la pyramide, il nous manquera l'odeur, la température, le toucher, etc., etc. Donc, l'image, on le sait déjà, ne suffit pas en soi pour faire rester les gens sur place. C'est très intéressant de revenir un petit peu sur justement l'importance de l'image pour faire passer un message, donner envie, etc. Donc en gros, un petit peu ce que tu dis, c'est que initialement le tourisme, bah, il était plutôt slow parce qu'il y avait un rapport au temps, on prenait le temps, on acceptait les galères aussi. Il était plutôt décarboné. Bon, ça, c'était avec les modes de transport aussi de l'époque. Et justement, comment, avec cette démocratisation, donc notamment les congés payés, si tu peux un petit peu revenir dessus, quel phénomène s'est accéléré? Parce qu'il y a eu justement pas mal de chamboulements au niveau de la société, et c'est très bien en préambule que tu aies dit que voilà, tu es historien, mais avec un regard plutôt en sociologie, en géographie des territoires, donc plutôt société en fait, comment les transports et la mobilité a un petit peu façonné nos sociétés et nos paysages. Justement, cette démocratisation du voyage, qu'est-ce qu'elle a fait? Comment elle a fait changer? Ou est-ce que c'est les imaginaires qu'on fait changer la démocratisation du voyage ou inversement? Bon, évidemment, c'est la question de l'œuf ou de la poule, donc c'est certainement les deux, c'est-à-dire qu'il y a eu une démocratisation des images par le cinéma, par la photo, par les cartes postales, par les guides, et d'autre part, en parallèle, hein, une démocratisation des transports avec d'abord le chemin de fer, mais enfin, et auparavant le transport par bateau, hein, les bateaux à voile et puis bateaux à vapeur, le chemin de fer, la bicyclette, l'automobile, les avions. Alors ça donne un peu une impression d'évolution, même si on pourra y revenir, c'est pas aussi, il n'y a pas aussi un temps défini pour chaque mode de transport, mais cette augmentation de la possibilité de se déplacer permet justement finalement un accroissement des vitesses et on va effectivement, comme le dit aujourd'hui un économiste et écologiste, hein, Jean-Marc Jancovici, disait on ira plus vite, plus loin, plus longtemps et pour plus cher demain. Bon, il en revient aujourd'hui puisqu'on on voit bien qu'il y a des enjeux écologiques, économiques, sociétaux qui nous amènent à repenser nos modes de déplacement, y compris et particulièrement peut-être dans le tourisme, même s'il faut bien lier, et c'est ce que tu soulignais Caroline, qu'il y a un lien entre notre travail, notre quotidien et nos choix de vacances, de tourisme. Et je pense que, comme le dit Rodolphe Christin dans ses travaux de sociologue, plus le travail est compliqué, plus on subit du stress dans notre quotidien, plus on a un besoin de partir, de s'évader, d'aller trouver l'exotisme pour se ressourcer. Et donc l'augmentation de la cadence avec l'industrialisation, avec la société tertiaire, avec la bureaucratisation, amène finalement à un déplacement tout azimut
de nos pratiques. On est de plus en plus mobile, hein, même si il y a bien effectivement 40% des Français qui ne partent pas à l'étranger, enfin qui ne partent pas en vacances. Mais alors, est-ce qu'il y a slow ou décarboné avant? On pourra en débattre, hein. Il y a quand même une partie du charbon, par exemple, issu du ferroviaire qui va avoir un fort impact en carbone. Alors, on l'a pas calculé, mais c'est déjà le cas, qui abat des forêts, etc. On est certainement pas sur les mêmes ordres de valeur que dans, dans la société contemporaine du XXIe siècle. Tu parles de Rodolphe qui a écrit le manuel de l'antitourisme. J'ai eu la chance de le rencontrer lors d'une conférence et qui disait que les congés payés avaient été mis en place pour permettre aux gens de se reposer et d'être en vacances. Et au fil du temps, on est parti d'être en vacances à partir en vacances. D'où vient cette évolution? Il y a une pression sociale et en fait, la pression sociale, je pense qu'elle en revient à justement ce qu'on évoquait en début, c'est-à-dire le grand tour. On suit insidieusement ou inconsciemment ou même consciemment, on suit le parcours des élites. Et les élites partaient en vacances. Donc de fait, on imite ces élites, qu'elles soient aristocratiques britanniques à l'époque du XVIIe, XVIIIe siècle, ou qu'elles soient aujourd'hui celles qu'elles sont, c'est-à-dire, je pense notamment à des stars ou à des politiques ou à des influenceurs, à des influenceuses qui vont montrer un type de mode de vie, de mode d'habiter l'espace, le territoire, qui va justement inciter les gens à ne plus être en vacances comme tu l'évoquais François, mais à partir et à dire j'ai fait tel pays, alors que l'expression est très mauvaise, mais j'ai fait tel pays, j'ai fait tel territoire, etc. Et donc c'est cette question-là des élites, me semble-t-il, qui nous ont influencés pendant plus de 2 siècles, on va dire, de tourisme, qui continue à avoir cet impact sur notre envie d'être touriste. En regardant justement cette élite qui a eu la première accès au voyage, aux vacances, etc. En termes de lieu de destination de cette élite et après l'évolution grâce à la démocratisation et la modernisation de certains transports, où partait cette élite à l'époque et comment ça a évolué aussi dans le temps et comment ça a permis aussi de re-questionner l'aménagement des territoires. On pense notamment voilà, à l'aménagement du littoral ou de la montagne. Comment justement on a glissé toujours sur ce que je disais tout à l'heure, cette élite et après cette démocratisation. Là, on parlait plutôt d'accès, mais en termes de territoire, où allaient ces gens-là et comment on a fait évoluer aussi les lieux de destination. Oui, alors effectivement, c'est assez intéressant de voir l'évolution des lieux touristiques qu'aujourd'hui on prend pour acquis. Donc, durant le Grand Tour, on a ces Britanniques qui vont sur la Côte d'Azur, hein, qui vont installer des palmiers sur la Côte d'Azur, qui vont dans les montagnes, notamment les Alpes. Et auparavant, il faut se mettre dans ce contexte-là, hein, qu'on n'a pas toute l'accessibilité, on n'a pas toutes les infrastructures touristiques, on n'a pas toutes les connaissances sur ces territoires, et donc on ne sait pas comment s'habiller, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va y voir. Donc c'est aussi euh, des connaissances sur comment regarder un paysage. Tout ça, on l'a appris avec le temps. Et en fait, par exemple, les Alpes étaient considérées, les sommets notamment, hein, étaient considérés comme faisant peur. Et le Mont Blanc était initialement appelé le Mont Maudit. Donc ça dit bien quelque chose du rapport qu'on avait. De la même manière, hein, si on va sur d'autres territoires, le cap de Bonne-Espérance ne s'appelait pas le cap de Bonne-Espérance. On lui a donné ce nom-là. Alors j'ai plus le nom en tête initial, mais on lui a donné ce nom-là pour ne pas faire peur aux navigateurs qui devaient passer ce cap de Bonne-Espérance et donc inciter à dire vous pouvez y aller. Donc il y a toute une sémantique des paysages et des territoires qui nous a incités à aller vers ces territoires. Et Alain Corbin, qui est un historien, parlait de territoire du vide, et tu parlais du littoral. Le littoral, justement, était au début un repoussoir. On n'y allait pas en été, on y allait en hiver. On prenait des bains de mer froids, habillés pour se soigner de différents maux, mais on n'y allait pas pour marcher pieds nus sur la plage, pour se détendre, pour mettre sa serviette sur la plage, pour
pour se bronzer, hein, le bronzage, ça a une histoire aussi, et ça n'est pas les premiers touristes ne bronzaient pas sur le littoral. Donc tout ça a été progressivement modifié par finalement des pratiques qui se sont développées en disant le teint plus foncé, c'est mieux pour la société. Ça montre qu'on a été en vacances quelque part, donc c'est voilà, insidieusement on montre qu'on est parti, alors que ceux qui sont restés sur place ne sont pas aussi bronzés, et donc le rapport aux vacances est déjà se distingue, et c'est une distinction sociale, par exemple. C'est intéressant par rapport au bronzage. Heu, c'est vrai qu'en France, avant que je parte, voyager à travers le monde, quand on revenait de vacances d'été et qu'on n'était pas bronzé, bah, d'un aspect social, c'était pas idéal. Mais quand je suis parti, comment dire, aux Philippines, j'étais surpris de voir des crèmes pour blanchir la peau et il y avait une signification derrière qui était sociale, c'est-à-dire que ceux qui avaient la peau, bronzée, en général, c'était des gens, des paysans, parce qu'ils étaient à l'extérieur, ils travaillaient la terre et que la classe sociale plus aisée, elle, devait avoir la peau blanche pour, montrer, à quelle, comment dire, strate sociale elle appartenait. Comment ça se fait que, justement, en Europe, dans le monde occidental, cette évolution a eu lieu? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Bah, c'est justement la mise en tourisme par les Britanniques de territoires comme la Côte d'Azur, les stations balnéaires en Angleterre, à Bath et à Brighton et autres, qui ont transformé avec tout un discours médical soutenu par les médecins de dire l'héliotropisme, le soleil vous fait du bien, et donc on va non seulement sur les littoraux pour prendre des bains de soleil, mais on va aussi à la montagne pour prendre des bains de soleil avec des sanatoriums et d'autres choses, et donc on transforme le rapport qu'on avait au soleil et au bronzage, qui n'existait quasiment pas. Effectivement, comme tu le soulignes François, c'était pour les gens qui travaillaient dehors, donc maçons, paysans, etc., qui étaient eux bronzés, et on savait que bah, ceux qui travaillaient dehors, effectivement, étaient ceux qui étaient bronzés. Et la société a transformé ce discours-là avec les politiques et les médecins en disant le bronzage, c'est quelque chose de bien pour la peau. Alors avec maintenant aujourd'hui des enjeux hein, de cancer, etc., mais ça l'était à l'époque, tout un discours de bien-être autour de la lumière du soleil comme facteur de bien-être et de bonne santé. Et après, effectivement, hein, Caroline l'a mentionné, hein, mais toutes les actions politiques du plan Racine qui va mettre en valeur la montagne, du Languedoc-Roussillon avec toutes les questions de stations balnéaires autour de Perpignan, etc., la Grande Motte, c'est aussi hein, un culte, la Grande Motte, c'est des pyramides, hein, donc le culte lié au soleil est encore là dans les bâtiments où on met dans la construction architecturale des balcons pour avoir la meilleure exposition au soleil en ayant ce côté privatif que l'on peut avoir pour certaines personnes qui peuvent avoir les moyens de louer ou d'acheter ce type de- de- d'habitation avec une exposition au soleil maximale notamment. Donc là, du coup, historiquement, on va avoir des volontés politiques avec des moyens derrière pour aménager des territoires qui n'étaient pas particulièrement attractifs. Donc il y a aussi une sémantique qui évolue. Là, au début, on a parlé du grand tour, du tourisme, du voyage. On finira par les transports et la question de la mobilité, avec bah, un petit peu la création, en tout cas la structuration de territoires de destinations touristiques, et la naissance aussi de routes touristiques, justement en croisant tes travaux sur la mobilité et l'histoire, justement. Comment c'est fait, voilà, comment ça s'est passé, la naissance de ces routes touristiques qui peut être aussi une forme de synonyme de marchandisation du secteur, hein, parce qu'on va aménager, on va packager, on va structurer, on va former des gens avec aussi les enjeux de retombées économiques. Comment s'est passée justement la naissance de ces routes touristiques, et si tu peux donner des exemples de routes touristiques emblématiques. Ce que tu disais tout à l'heure était très intéressant avec les noms des territoires, bah, des destinations, Cap de Bonne-Espérance notamment, qui a changé aussi pour bah, dans l'imaginaire, tu as parlé de photographie, mais aussi dans les termes utilisés, qui, je pense, aussi fait écho à les imaginaires et le rêve proposé par certaines routes touristiques, notamment en France.
Oui, alors effectivement, hein, pour le cap de Bonne-Espérance, internet est mon ami, donc je réponds à la question. C'était auparavant appelé le cap des tempêtes. Donc ça dit quelque chose clairement du danger que pouvait représenter ce passage par l'Afrique vers les Indes. Et pour continuer sur ce que tu évoques sur les mobilités touristiques et les routes touristiques, heu, c'est effectivement tout un aujourd'hui on appelle ça une création de produits touristiques ou un packaging, qui se fait par, alors, comme j'ai pu le dire, des questions d'associations automobiles, les clubs automobiles vont faire la promotion, bien évidemment, de l'automobile et donc de la route. Auparavant, avec le Touring Club qui va aussi initier des sorties à vélo touristiques, hein. On a le cas ici, nous, à Lyon, autour de Saint-Étienne, avec Vélocio, qui est un grand défenseur de ces sorties touristiques, avec vraiment une envie de communiquer ces sorties touristiques à vélo. Et bien évidemment, pour mon territoire en particulier, je dirais que c'est la route nationale 7, hein, qui était la grande route des vacances, qui va de Paris jusqu'à Nice et Menton, donc qui fait quasiment 900, enfin, qui fait quasiment 1000 km, 998 à peu près, donc qui a donné son nom aux 1000 bornes, qui a donné beaucoup d'imaginaire. C'était la route des vacances. Euh, et qui va justement structurer le territoire français depuis le parvis de Notre-Dame, la basilique, la cathédrale à Paris, jusqu'à Nice et Menton, avec finalement un développement territorial que tu évoques avec de la gastronomie, des musées ou des institutions culturelles qui vont se positionner sur cette National 7 et bien sûr, des commerces, des restaurants, qui vont s'installer là et ce faisant, on va par exemple, si vous regardez les cartes, qui montrent les infrastructures touristiques, au début, on n'a rien entre Paris et à peu près, 200 kilomètres au-delà de Paris parce que c'était, à partir de 200 kilomètres, les voitures devaient faire le plein d'essence et donc on n'avait pas jugé utile de mettre des arrêts, de mettre en valeur du patrimoine parce que, ben, les voitures avaient une autonomie de 200 kilomètres et donc à partir de là, on voit s'ériger, des commerces, des restaurants, des stations essence et donc toute une structuration qui permet aux touristes en automobile de pouvoir pratiquer leur voyage, s'arrêter, manger et bien évidemment mettre en valeur la gastronomie. Alors, je suis à Lyon, donc évidemment, on peut en parler, mais le guide Michelin met bien en avant sur des cartes qui est-ce qu'il récompense pour des étoiles au guide Michelin. Et ben, c'est principalement des chefs gastronomes qui sont situés sur la National 7. Je pense notamment à aujourd'hui Anne-Sophie Pic, qui est sur la National 7. Je pense notamment à la pyramide à Vienne. Je pense notamment à Lyon, toute la gastronomie lyonnaise qui est là avec les bouchons lyonnais, la mer Brasier, etc. Et ils se positionnent tous et toutes sur la National 7, Aix-en-Provence, etc. Parce que c'est à ce moment-là, pendant les 30 Glorieuses, donc 1945-1975, qu'on a l'émergence du tourisme démocratisé par l'automobile et que l'on va pouvoir justement embrasser les vacances, les voyages, les embouteillages aussi, hein. Aujourd'hui, on a des reconstitutions d'embouteillages de l'époque sur cette National 7 fait par notamment Thierry Dubois qui est Monsieur National 7, qui est un dessinateur de BD et le spécialiste de la National 7. Et donc, on a aujourd'hui des bouchons avec des gens qui s'habillent de l'époque, qui sortent les voitures de l'époque et qui se mettent à faire un embouteillage à la palisse pour retrouver cette bonne ambiance et ce tourisme de l'époque en particulier. Donc, les acteurs du tourisme, justement, ne s'y trompent pas, hein. Et aujourd'hui, on a par exemple un label qui s'appelle Vallée de la gastronomie France, qui se repositionne sur ce même sillon rhodanien et qui vise à, pas depuis la National 7, mais depuis une autoroute, à valoriser les acteurs du tourisme patrimoniaux qui sont dans un rayon, on va dire, de, je crois, 100-150 kilomètres d'une sortie d'autoroute. Et la Vallée de la gastronomie France a pour but donc de rendre visible tout ce patrimoine territorial, gastronomique, sociétal, qui apparaît sur ce sillon, euh, on va dire, motorisé.
Merci pour toutes ces petites anecdotes. C'est vrai moi, je vais pouvoir les replacer. C'est hyper intéressant. C'est des petites histoires, etc. Euh, donc là aussi, ce que tu nous dis, donc bon, voilà, là en plus, tu commences à parler aussi de l'automobile, de cette structuration des autoroutes. Donc évidemment, ce synonyme transport et vacances, on va dire. Et du coup, donc avec aussi un développement de zones plus rurales, en fait, passantes. Et dans les imaginaires, moi qui ai vécu en Auvergne, on parle de diagonale du vide, par exemple, donc qui peut être un imaginaire qui est sur le papier plutôt négatif, mais qui peut être aussi en tout cas attrayant. Comment justement les zones rurales se sont développées, moins ce côté début de hotspot. Tu parlais de Menton et de Nice, mais ces petites communes qui sont traversées justement par l'autoroute, comment elles ont pu aussi se développer, peut-être naître avec des commerces, des services comme tu le citais. J'avais même pas pensé à ça, mais en effet, il fallait pouvoir faire le plein de sa voiture à l'époque, ce qui a aussi permis, je suppose, de générer la création de commerces de proximité qui ont dû aussi avoir des impacts positifs pour le reste du territoire, et de rappeler aussi à nos collègues, notamment journalistes, qu'il n'y a pas que à éviter de faire du tourisme bashing, et que le tourisme apporte beaucoup pour la dynamique territoriale. Donc j'aimerais bien t'écouter sur le côté vraiment développement en zone rurale, sur ces zones qui étaient vraiment pas la destination finale, mais plutôt des points d'étape. Je sais pas quand est-ce qu'est né le concept de village-étape, par exemple, c'est peut-être à ce moment-là. Parle-nous de la campagne. Alors, il y a plusieurs choses, effectivement, et la campagne, alors, si on reprend depuis le début du tourisme à peu près, je vais faire des grandes lignes, mais tu as évoqué effectivement les questions de villégiature, hein, et donc, par exemple, les Lyonnais, dès le 19e siècle, donc je trace à gros traits, hein, l'histoire, allaient en villégiature dans l'Est lyonnais, dans l'Ouest lyonnais aussi, particulièrement l'Ouest lyonnais, et ils y allaient en train, puis après en voiture, et ils faisaient effectivement usage de la bicyclette, de la voiture, etc. Et ce faisant, participer justement d'une certaine manière, à un dynamisme de ces zones rurales en demandant ou en essayant d'insister pour qu'il y ait telle ou telle infrastructure, comme c'est le cas aujourd'hui quand des touristes arrivent, ils souhaitent avoir accès à Internet avec la fibre optique dans le monde rural. Bon, ça devient plus compliqué, mais euh, ces enjeux-là, déjà, voilà, remontent à cette question de la villégiature faite par encore une fois les élites qui vont justement sortir de la ville, comme on l'a vu pendant le Covid, hein, qui vont sortir de la ville pour aller au vert et profiter de ce que peut offrir la nature, c'est-à-dire un autre rythme de vie, un rapport avec les forêts, les animaux, etc. Et donc les acteurs du tourisme et notamment les élus ne s'y trompent pas et voient dans le tourisme, alors avec des tensions, mais ils voient aussi un gain important financier, un gain de visibilité, c'est-à-dire qu'avec notamment les autoroutes, la Nationale 7 perd du trafic, et donc les communes les plus rurales, qui ne sont plus traversées par les flux touristiques, perdent du tourisme, et donc la Nationale 7 s'endort et les territoires s'endorment. Et ce qui fait remonter légèrement on va dire l'envie des touristes, c'est ces panneaux marrons que l'on voit sur les autoroutes, les panneaux touristiques et patrimoniaux qui vont inciter les automobilistes, caravanistes, camping-caristes à sortir de l'autoroute pour aller voir tel ou tel lieu en disant bah tiens là il y a le festival de Vienne, de jazz de Vienne, tiens là il y a la viticulture avec le Gros Hermitage et les caves Chapoutier pour le Teint l'Hermitage Tournon en Drôme, etc., etc. Donc il y a une signalétique qui est sur là-dessus. Les politiques vont se battre en disant on perd en visibilité, donc il va falloir que l'on puisse essayer de gagner cette visibilité depuis l'autoroute, depuis les territoires. Alors le GPS va évidemment changer un peu le rapport puisqu'on peut se déplacer où on veut, donc ça va être à ce moment-là aussi davantage aux acteurs locaux, touristiques et patrimoniaux, donc des municipalités, d'arriver à faire valoriser leur territoire, et donc les intercommunalités, les communautés de communes vont se prendre cette compétence et essayer de valoriser leur territoire en développant, on est là sur les années 90, 80-90 et aujourd'hui, hein, sur la prise de compétences et la prise d'intérêt sur comment mettre en valeur
cette notion qui est apparue déjà depuis la Révolution française, mais qui est la notion de patrimoine. Aujourd'hui, on parle de patrimoine, auparavant, on parlait de monument historique, mais aujourd'hui, chaque territoire a son patrimoine et les guides Michelin et d'autres hein, ont mis en valeur cette régionalisation du tourisme. On avait le guide de l'Ardèche, le guide de la Drôme, le guide de la Bourgogne, le guide du Massif central et de l'Auvergne, qui mettaient en valeur des produits du terroir, des lieux touristiques comme l'aventure Michelin à Clermont-Ferrand, etc. Et donc chacun tire la couverture ou essaye de tirer la couverture en montrant les singularités qu'a son territoire. Alors parfois c'est compliqué, mais euh, parfois effectivement on recherche cette diagonale du vide. Hein, je pense, alors ça reste une élite, mais Sylvain Tesson l'a bien montré dans son roman quand il a fait sur les chemins noirs hein, avec le film de Jean Dujardin, hein, de montrer qu'on peut traverser la diagonale du vide et qu'il y a un intérêt à aller voir justement les lieux qui ne sont peu ou pas touristifiés et que finalement la diagonale du vide n'est pas si vide que ça et que peut-être le vide peut être source d'exotisme et donc d'intérêt et qu'on n'a pas nécessairement besoin d'aller à l'autre bout du monde pour être dépaysé parce que c'est ce que cherche chacun d'entre nous, c'est être dépaysé, être déboussolé et parfois ben, le déboussolement est de l'autre côté de la rue, mais pour ça il faut avoir un autre regard, avoir changé ses lunettes et ça, c'est parfois compliqué du fait on en revient à cette question d'imaginaire, hein, de la puissance des imaginaires, de l'image et de l'internet, etc., qui est compliqué à combattre ou du moins à concurrencer, que ce soit pour le train et la voiture, enfin l'avion pardon et la voiture, qui sont vraiment privilégiés dans les imaginaires des films, des séries télé et d'autres choses, et les imaginaires des transports en commun, du vélo, sont relativement récents, ou parfois pas assez puissants pour concurrencer ces imaginaires d'avions et de voitures qui permettent liberté, indépendance, accessibilité, etc. Donc, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on voyage plus par rapport au regard extérieur, ce que la société nous propose et les informations qu'elle nous donne sur le monde extérieur, au lieu de se connecter sur ce qu'on a vraiment besoin, nous, personnellement, en tant qu'individu, en tant qu'être humain? Alors là, je sors de ma catégorie d'historien parce que c'est juste mon avis à moi, mais je pense que c'est effectivement cela. C'est encore une fois, et ça n'est pas un jugement que je porte, qu'effectivement on suit ce que nous indiquent des élites, qu'elles soient politiques, culturelles, économiques, etc. Et de fait, peut-être que c'est parfois compliqué de savoir ce dont on a besoin, nous personnellement, à titre individuel, de ce qu'a besoin d'entendre la société. J'en prends l'exemple en disant, quand on va chez le coiffeur ou la coiffeuse, elle nous demande ou il nous demande: «Où est-ce que vous partez en vacances?» Et on s'attend à des destinations exotiques et ou à notre retour, alors c'est de moins en moins le cas, mais on nous pose de moins en moins la question de: «Et toi, tu as fait quoi pendant tes vacances?» parce que les technologies de l'information, de la communication nous ont déjà mis en contact avec nos familles et nos amis et on a déjà posté tout ce qu'il y avait à dire ou du moins tout ce que les gens pensent qu'il y avait à dire parce qu'une image semble mieux parler que des textes ou des paroles et donc de quoi on a besoin vraiment? Les gens ont besoin effectivement de sortir de leur cadre de vie, de sortir du rythme qu'est la société actuelle pour la majorité d'entre nous. Je parle pour les occidentaux, hein, évidemment, ça sera peut-être autre chose pour d'autres populations et et le dernier point qui est un critère assez important, c'est on a besoin d'aller à des endroits où il y a peu de touristes pour justement ne pas être stressé et ne pas être constamment avec, par exemple, des Français. On se dit: «Mais pourquoi tous les Français sont venus là?» Bah, pourquoi ils sont venus là? Parce que nous aussi on y était là et parce que les publicités, les films, les séries télé, on les a tous regardés, on regarde quasiment tous la même chose et de fait, c'est compliqué d'aller ailleurs et des statistiques le montrent, hein, 90 95 des touristes se réunissent sur 5 du territoire, de la terre. Donc ça prouve bien la difficulté qu'on a à aller ailleurs, que là où, tout le monde va. C'est très intéressant et en plus, j'arrive à croiser ton discours avec des initiatives, actuelles et pas que passées, notamment ce lien entre les imaginaires du voyage et les modes de transport. Petit clin d'œil à nos amis, du collectif Itinéraire bis, qui se sont justement structurés pour,
casser en fait, et c'est exactement ce que tu dis, faites l'exercice d'aller sur Google Images et tapez voyage. Vous aurez soit des images de destinations exotiques lointaines, soit des images d'avions. Donc il y a aussi de repenser ces imaginaires et le lien au transport. Et là, on va revenir aussi à tes travaux en cours, parce que voilà, on parle de transport, mais qui est un terme qui peut être assez réducteur, et je sais qu'on est tous les deux d'accord de plutôt parler de mobilité et de plurimodalité d'ailleurs. Est-ce que justement tu peux nous parler de pareil, ce glissement transport-mobilité, voire plurimodalité, et des enjeux qui sont particulièrement forts pour le secteur du tourisme actuellement, avec les enjeux de décarbonation, qui sous-entend aussi de revoir, il y a certes les imaginaires, mais aussi les infrastructures et aussi la façon de gérer cette compétence. Ce qu'on se disait avant de se connecter, la loi NOTRe n'a pas particulièrement facilité la compréhension de qui fait quoi au niveau du tourisme, mais la loi L'Homme n'a pas non plus particulièrement facilité la compréhension de qui fait quoi. En tout cas, si, on sait qui fait quoi, mais c'est pas plus facile de passer à l'action. Donc voilà, transport et mobilité, et notamment les enjeux d'organisation de cette mobilité au niveau notamment institutionnel. Oui, oui, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, hein, sur les flux et notamment Itinéraire bis avec leurs belles actions. Et effectivement, là-dessus, donc il y a sur transport et mobilité, effectivement, l'approche par les transports, au sens où moi je l'entends, et avec un collectif d'autres personnes en géographie, sociologie, sciences politiques et autres, et même avec des acteurs du tourisme, on essaye d'aborder autrement, c'est-à-dire de changer de modèle, de changer de mode de pensée, euh, de ne plus penser en termes de transport, qui est un modèle où on pense seulement par silo, c'est-à-dire on pense le transport automobile, on pense le transport ferroviaire, on pense le transport aérien, on pense le transport à vélo et le transport mode doux, marche à pied par exemple. Alors que ce que je préconise, et je ne suis pas le seul évidemment, hein, et pas le premier, c'est d'aller sur cette approche par la mobilité où, où l'on sous-entend avec des collègues et des acteurs, encore une fois, du tourisme, hein, qu'il faut approcher le tourisme notamment par l'ensemble des modes de transport et non pas seulement en silo, c'est-à-dire justement, comme tu l'as évoqué, avec une approche plurimodale. Parce que ce qu'on aperçoit, c'est que, et ça encore une fois, l'histoire le démontre depuis le Grand Tour, c'est que les touristes ont dans leur grande majorité utilisent ou ont utilisé plusieurs modes de transport pour faire un voyage touristique. C'est-à-dire que je sors de chez moi, je sors à pied, je prends ma voiture, ensuite je vais poser la voiture au parking, je prends l'avion, et ensuite je me déplace à pied, à vélo, en bus, etc. Donc j'ai utilisé plusieurs modes de transport. Et cette linéarité des transports du point de départ au point d'arrivée, au point de retour, c'est ça que les acteurs du tourisme aujourd'hui essayent d'appréhender, ce qu'ils ont parfois des difficultés à faire, mais parce que je pense que les chercheurs, et je suis coupable et je peux être coupable, n'ont pas abordé cette question de la mobilité. C'est un concept relativement neuf dans le champ des sciences sociales et humaines. Et donc, justement, le passage de la loi NOTRe à la loi L'Homme, c'est qu'on passe justement de ce nom de transport à la loi d'orientation des mobilités. Et donc, ce changement de terme doit impliquer qu'on doit avoir une approche plurimodale, et aujourd'hui ne plus penser simplement en disant il me faut dans ma communauté de communes ou dans mon office de tourisme un spécialiste seulement d'automobile, mais il faut un spécialiste de l'ensemble des modes de transport en lien avec les acteurs du tourisme pour pouvoir être en capacité d'accueillir sur son territoire justement des offres diversifier et justement davantage décarboner, en disant, et des offices de tourisme et d'autres le font déjà, hein, en réfléchissant à quels vont être les transports du futur et comment je vais faire venir sur mon territoire des gens qui ne viendront pas en voiture ou bien même qui ne viendront pas en avion. C'est le cas de l'office de tourisme en Lyon Tourisme qui ne fait plus de publicité auprès de voyageurs en provenance d'Asie, de Chine, et qui va se centrer simplement sur les touristes de proximité, c'est-à-dire européens et bien évidemment nord-américains. Et donc voilà, on crée, on se structure, on essaie de davantage prioriser les publics les plus proches, et ça demande donc des adaptabilités,
des capacités d'infrastructure. Je pense à des vélos en libre service, je pense à des véhicules électriques, je pense à, des liens à mieux tisser entre la SNCF et des, institutions culturelles. Par exemple, j'avais mis dans un article, de ce qui est fait déjà, hein, que des institutions culturelles type musée ou centre des congrès proposent un tarif qui lie, le tarif, billet ferroviaire plus un pourcentage réduit pour le prix d'un billet d'entrée au musée des Beaux-Arts, par exemple, pour inciter les, touristes, les excursionnistes à prendre les transports plus vertueux que sont le ferroviaire ou le vélo ou la marche à pied, plutôt que de prendre l'avion ou la voiture. Et donc ces partenariats qui devraient davantage être, démultipliés, devraient permettre justement de croiser davantage les mobilités et les acteurs du tourisme. Quand je t'écoute, je trouve que c'est très intéressant parce que de l'autre côté, il y a quand même une autre force, c'est que quand on regarde le trafic aérien l'année dernière, il n'a jamais été aussi important, OK? Et qu'il y a aussi une question, économique, il y a une question monétaire, il y a une question de budget et on se rend compte qu'aujourd'hui, bah, on peut, prendre un avion et partir au Portugal pour, 50 €, alors que pour aller de Aix à Paris en train, ça coûte beaucoup plus cher. Donc comment on peut contrecarrer ça? Question pas évidente. Alors il y a effectivement, alors je vais prendre par le 1 la première idée qui m'est venue, c'est effectivement ce qu'il y avait eu il y a quelques années de ça, c'était la qui nous venait des pays nordiques, c'était le fly scam, donc la honte de prendre l'avion, tout seul, et on voit aujourd'hui que finalement même chez ces pays nordiques, ce n'est plus une honte, donc ça a duré un temps, mais ça ne l'est plus. De fait, certains acteurs, et on l'a vu pour les étés pendant le Covid et après le Covid, font ce qu'on appelle du démarketing. Les influenceurs, notamment, certains travaillent avec des images, justement, à montrer des images de surtourisme en incitant à ne pas venir sur tel lieu, à telle période, à tel moment, parce que le surtourisme, c'est plutôt des questions de périodiques et pas tout le temps. Et donc inciter donc que ce soit les influenceurs, que ce soit, les acteurs, du tourisme, ou même, de transport, hein, puisque, Aéroports de Paris a dit par, l'entremise de son PDG qu'il fallait moins prendre l'avion. Alors bon, ça reste un Aéroport de Paris, donc il faut quand même, à mon avis, il l'a dit, mais, il est quand même dans une bonne position pour ne pas avoir à trop avoir peur de que le vent tourne. Ce qu'il faut, je pense, mais j'ai pas la solution, parce que si les historiens avaient la solution, on serait, davantage, visible et actif dans la société. Mais je pense qu'il y a, à combattre ces imaginaires, je pense, c'est par là que ça passe, c'est le nerf de la guerre, je pense, par des pédagogies auprès de évidemment ce que font, des d'autres médias, hein, sur, les bonnes pratiques du tourisme, hein, le tourisme durable, le tourisme, responsable, éco-responsable. Et c'est, je pense, les imaginaires, mais ça va prendre beaucoup de temps, et c'est ça où je pense où l'historien a quelque chose à dire, que les géographes ou d'autres, ont tendance à un peu oublier, c'est que changer de pratique, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et les générations qui ont appris à voyager ne peuvent pas changer, sauf sous la contrainte, comme on l'a vu pour le Covid, où là, c'était contraint et donc on a changé parce qu'on y était obligé. Mais on voit bien que immédiatement après, ça repart de plus belle. Et donc, celles et ceux qui disaient pendant le Covid, il va y avoir une révolution, Jean-Viard parlait de l'an zéro du tourisme en disant ça va changer, tout le monde va avoir une prise de conscience, ça n'est pas le cas. Et l'historien sait que ça prend beaucoup plus que 2 ans pour changer des mentalités, des pratiques, on capitalise aujourd'hui, nous, occidentaux, sur 2 siècles de tourisme. Et je voudrais élargir peut-être à autre chose que l'Occident. Je pense que les populations orientales, la Chine, l'Inde, les pays d'Afrique, ont cette envie du tourisme comme on a pu l'avoir, et de fait, leur demander de changer alors que ça fait nous 2 siècles qu'on se balade librement et qu'on traverse des continents avec notre passeport français, ce n'est pas audible pour eux, et c'est bien normal. Et donc, on aura beaucoup de difficultés, et ceux qui vont dire on va mettre en balance que ben, pourquoi d'autres ont le droit de voyager et nous on devrait s'abstenir, bah, je ne peux pas débattre, mais de fait, nous on a effectivement 2 siècles de tourisme. Alors, encore une fois, hein, il n'y a pas tout le monde en France qui peut faire du tourisme, mais
dans la réalité, une classe moyenne, la classe française moyenne, celle qui a plus d'argent à la fin du mois pour pouvoir faire euh, des loisirs ou aller faire du tourisme, eh ben, ça fait 2 siècles qu'elle a ce pouvoir-là. Donc, je pense que ça va être compliqué de changer 2 siècles d'imaginaire, à moins d'y être contraint par des moyens coercitifs, et j'en suis voilà, pas le plus volontaire, hein, mais je pense que ça ne passera malheureusement que par là. Sinon, c'est une minorité qui est capable effectivement de changer de braquet, de dire je fais du vélo, je me déplace moins, je ne prends plus l'avion, etc. Alors, ce que tu dis est toujours aussi intéressant, mais aussi un petit peu frustrant du temps que ça nécessiterait de faire évoluer ces imaginaires, d'autant plus avec une urgence climatique, avec aussi le rôle du secteur du tourisme à agir en faveur d'une transition de ce secteur. Mais tu nous le rappelais depuis le début de l'interview, à la base, avec le Grand Tour, on était plutôt pour aller s'instruire, après pour aller se soigner, puis se reposer et souffler pendant les vacances. Là aujourd'hui, bon, il y a plein quand on parle de profil de visiteurs, etc., il y a plein évidemment de motivations différentes, mais quoi que je mettrais de manière globale dans la consommation des territoires ou des vacances. Justement, en tant qu'historien, est-ce que tu as des chouettes exemples justement du passé qui pourraient nous inspirer. Voilà, là l'idée maintenant sur la fin de nos échanges, c'est que tu nous partages peut-être des tips de ce que tu as pu constater dans tes travaux, aussi bien sur les technologies liées aux mobilités de l'époque commencent à chambouler positivement les territoires et les comportements. Est-ce que aussi il y avait des routes touristiques, tu t'as parlé de la 69, mais où il y avait vraiment cet imaginaire autour du slow. Je pense notamment au train touristique qui raconte vraiment une belle histoire, et il y a des rapports très intéressants là-dessus sur vraiment les émotions véhiculées dans le cadre de séjours faits en train touristique. Voilà, donne-nous des exemples du passé qui pourraient nous inspirer au regard des défis contemporains, que ça soit en termes de manque d'accessibilité des vacances. On sait que de plus en plus de personnes ne peuvent pas partir en vacances. Les enjeux d'impact environnementaux du secteur et des conséquences du changement climatique. S'il y a des exemples du passé pour nous inspirer pour demain. Oui, alors il y en a quelques-uns qui me viennent tout de suite, mais alors c'est notamment en fait ce qui est intéressant, c'est d'aller voir justement dans l'histoire euh, à quel moment justement le tourisme a été contraint. Et je pense notamment pendant les conflits, donc Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Je pense notamment à d'autres moments où des territoires ont eu sur leur sol des attentats, du terrorisme, et ont rebondi de plus belle. Alors le premier exemple sur les conflits, c'est justement pendant la Deuxième Guerre mondiale, pénurie, il y a quand même conflit, mais il y a quand même du tourisme. Et le tourisme ne se fait plus en voiture, puisque on va, on va interdire la vente d'essence, etc. Et donc les industriels, les acteurs du tourisme vont travailler à développer des guides touristiques. C'était le cas pendant la Première Guerre mondiale, hein. Les guides Michelin sortent déjà en 1917, avant l'armistice, des guides touristiques, des chemins de Verdun et d'autres. Et de la Seconde Guerre mondiale, on va développer des moyens de transport à gazogène, à essence alternative, qui vont pouvoir circuler et proposer accessoirement du tourisme. Donc c'est dans ces espaces de contraintes, dans ces temps contraints, que le tourisme va quand même apparaître ou quand même persister. Et pour cela, ça montre aussi, alors encore une fois, hein, les tips de l'histoire ne sont pas forcément très utiles pour l'avenir, sinon on serait tous historiens, on irait tous chercher des solutions dans le passé pour sauver le futur. Mais en tout cas, ça montre une chose, je pense, c'est que il y a, quand on est confronté à des difficultés, à des contraintes, il y a quand même du génie, de l'innovation, des solutions qui sont trouvées. Et c'est peut-être cela le point positif que je vois dans le passé, dans les contraintes qu'ont connues le tourisme, d'avoir réussi à rebondir et de fait d'être hyper souple
et résilient, hein, pour utiliser les termes classiques de notre époque, de dire le tourisme a toujours été résilient. Ça fait 2 siècles qu'il est là. Et comme le dit Rémi Knafou, le géographe spécialiste du tourisme, il est né au Grand Tour, donc il pourrait effectivement mourir. Avant le Grand Tour, il n'y avait pas de tourisme, on l'appelait ça autrement. Mais ce que l'on voit depuis 2 siècles, c'est quand même, il résiste. Et, et aujourd'hui, effectivement, pour faire justement la pirouette avec le Grand Tour, la question est, pour moi en tant qu'historien et même citoyen, de savoir si on n'irait pas vers un retour de ce Grand Tour. Et donc ça a vraiment des impacts. Alors c'est pas un petit tips, mais c'est réfléchir à voir effectivement ce que ça pose comme question, de dire finalement le tourisme irait vers un retour d'un tourisme pour les élites. Parce que pour se déplacer, ça va coûter plus cher, pour entretenir les territoires, ça va coûter plus cher, etc. etc. Donc, est-ce que on va pas rebondir sur un tourisme d'élite du fait de conditions climatiques, de contraintes économiques, politiques, etc. On aurait évidemment souhaité t'écouter davantage sur les questions de plurimodalité, mais on va arriver à terme de cet échange. Mais c'est aussi un chouette teaser pour la suite. Et puis on enverra aussi tes travaux de recherche pour les gens qui veulent aller plus loin. Moi, j'avais une dernière question, un petit peu de conclusion, qui fait écho à ce qu'on a dit. On a beaucoup parlé des qu'on manquait aujourd'hui d'imaginaire puissant pour justement redorer un petit peu les mobilités dans les vacances et dans le voyage. Et ben voilà, aussi bien en tant qu'historien, mais en tant que citoyen, en tant que toi-même, je suppose, voyageur, est-ce que tu aurais des imaginaires sexy à nous proposer pour finir en beauté cet échange? Ouais, il y en a beaucoup, hein. Moi, voilà, je regarde du côté des Vosges parce que je lis des choses sur les Vosges avec le photographe animalier Vincent Munier qui fait de très belles photos, qui a fait le film sur la Panthère des Neiges, mais qui a réfléchi justement à sa vision du voyage et essaye justement de relocaliser ses photos sur le territoire français pour moins justement consommer. Et je pense à son père, Michel Munier, qui lui a travaillé sur les Vosges justement avec des photos et le grand tétras, qui est un, un oiseau en voie de disparition à cause en partie du tourisme. Donc voilà, les Vosges m'attirent, mais voilà, je lis d'autres choses en ce moment sur les désillusions de l'ailleurs. Donc une anthropologue qui va en Papouasie-Nouvelle-Guinée et qui explique que finalement, et on en revient aux imaginaires, elle y part avec des imaginaires et arrivant sur le terrain, elle est déçue parce qu'elle avait en tête des imaginaires. Et donc, l'ailleurs n'est pas forcément ce que l'on rêve parce qu'on y va préconçu. Et parfois, effectivement, l'ailleurs, c'est juste le Massif central. Hein. Moi, j'aime beaucoup le Massif central avec autour de Clermont-Ferrand, il y a des lacs, le lac d'Eda, etc. Il y a des promenades. Et ça, c'est aussi des paysans que d'aller voir le Machu Picchu, qui est lui aussi en surtourisme parfois, etc. Donc, les imaginaires, c'est à nous de les construire. Et je pense que plus on est informé, plus on peut être en capacité de se décaler, d'avoir un regard décalé sur le mainstream des lieux touristiques à aller voir. Est-ce qu'à New York, il faut absolument aller voir la Statue de la Liberté? Les gens vous diront que oui quand vous revenez, mais si vous ne l'avez pas vu, le voyage n'est pas raté. Donc, on peut aussi, alors je n'irai pas jusqu'à aller voir les banlieues du Grand Paris, mais à terme, peut-être que ça peut être un objet touristique digne d'intérêt sur l'architecture, le patrimoine, etc. Donc, les imaginaires, je pense, sont à créer par nous-mêmes et encore une fois, libre à nous d'y aller avec les moyens peut-être les moins polluants et à lutter contre justement le transport low cost, etc. Super. Et pour rebondir directement voilà tes conseils ou tes inspirations, je pense à deux initiatives qu'on aime beaucoup avec François, qui sont nos amis des oiseaux de passage, et notamment la coopérative de Hôtel du Nord, qui justement fait visiter avec des locaux les quartiers nord de Marseille, donc avec aussi des imaginaires très négatifs. Ils étaient jusqu'à présent pas sur la carte touristique de l'Office de tourisme de Marseille, et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, de créer aussi davantage d'interaction avec les gens. Et puis en plus local, mais peut-être que tu les connais d'ores et déjà, Étienne, nos amis de On the Green Road, qui font aussi de la pédagogie, de la sensibilisation, beaucoup autour justement de la photographie, de la vidéo, et avec un discours
vertueux, non culpabilisateur autour du poids carbone des vacances où il propose, en fait, selon la durée du séjour, de rester à proximité et aussi de faire partir les gens à proximité. Et nos amis de On the Green Road sont sur Lyon et proposent beaucoup d'animations vraiment à l'échelle de la métropole lyonnaise. Donc c'est très inspirant. Aujourd'hui, ça reste des exemples. Il faudrait davantage les massifier. Ça existe, mais en effet, il reste encore du temps pour faire changer ces imaginaires. Moi, j'ai fini avec mes questions et c'était réjouissant et comme d'habitude, on aurait bien voulu rester plus longtemps avec toi discuter. Euh, François, la parole est à toi. En tout cas, merci beaucoup, Étienne. C'était très intéressant d'avoir ce double regard déjà d'historien, hein, de regarder un petit peu dans le rétroviseur et ces concepts autour des transports, de la mobilité, plutôt de plurimodalité, qui fait pleinement écho à l'actualité et au devenir de notre secteur. Donc, je te remercie beaucoup. Moi aussi, je te remercie beaucoup, Étienne. Je viens de passer une heure très riche et j'aime bien repartir dans l'histoire. Peut-être que justement, en apprenant des erreurs du passé, on peut construire un autre futur, un futur désirable avec de nouveaux imaginaires. Merci beaucoup pour ce moment très, très, très intéressant. Merci, Caro, pour avoir organisé cette interview. Tu arrives toujours à trouver des petites pépites comme ça et c'est vachement sympa. Je pense qu'on a besoin d'aller regarder ce qui se passe à l'extérieur, d'avoir un regard, tu as parlé, un regard à faire un pas de côté, tu vois, d'avoir un autre regard sur les choses, justement pour peut-être nous éviter d'être dans le jugement et puis nous ouvrir de nouvelles opportunités d'exploration. Ça ne veut pas dire que ça va marcher à tous les coups, mais de pouvoir explorer et tenter. Et j'ai bien aimé aussi la notion de silo. Je crois qu'il est important qu'aujourd'hui on sorte de ces silos, que ça soit dans les transports, que ça soit dans tous les domaines touristiques, et qu'on rassemble les gens autour de la table pour justement échanger et voir ce qu'on peut construire ensemble. Je vous souhaite une très 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 belle journée à vous deux. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous deux pour les échanges très riches. Merci à vous deux, c'était top. Et François, on se dit à très bientôt pour un autre podcast. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.